Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux actualités et aux offres de vérification de la qualité des données DSN. Je me présente, je m'appelle Deoras Kossi, je suis expert en offres de services et manager FEN. À la présentation, je serai accompagné de Madame Palatin et Madame Billon. Pour votre information, ce webinaire se déroule dans le cadre de la Semaine des organismes de la sécurité sociale. Et à ce titre, sachez que vous pourrez nous retrouver à la Chambre de commerce et de l'industrie de Besançon le jeudi 24 novembre, dans la matinée de 9 h jusqu'à midi. Nous serons accompagnés ce jour-là par l'assurance maladie, par la CARSAT et l'URSSAF bien sûr, et la MSA. Bien entendu, ce support vous sera transmis ultérieurement, ainsi que les questions que vous poserez aujourd'hui avec les réponses, bien entendu, qui vous seront envoyées ultérieurement. Au sommaire, nous verrons dans un premier temps les mesures en faveur du pouvoir d'achat, la loi de finances rectificative pour 2022, les offres de vérification de la qualité des données DSN, et nous terminerons, bien entendu, par la visite conseil, une offre de sécurisation juridique. À présent, je vais laisser la parole à Madame Palatin, qui va se présenter et qui va présenter sa partie. Merci. Bonjour, Christine Palatin, experte juridique auprès de l'URSSAF Franche-Comté. Donc, je vais vous présenter les mesures issues des lois pouvoir d'achat et la loi de finances rectificative pour 2022 et la partie, bien sûr, particulièrement sur l'aspect régime social. Donc, dans un premier temps, sur la loi sur le pouvoir d'achat, nous avons le dispositif de la prime de partage de la valeur qui est venu qui a été créé sur le modèle des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat précédents, mais avec quelques aménagements, avec beaucoup de dispositifs, beaucoup de modalités qui ne changent pas, le champ d'application employeur, les bénéficiaires, le caractère collectif, le principe de non-substitution, le formalisme. On a également des critères de modulation, qu'on reprend identiques à ceux, ou similaires à ceux qui existaient précédemment, mais avec une nouveauté qui est marquée ici, c'est l'ancienneté dans l'entreprise, en sachant que ces critères de modulation ne peuvent pas permettre d'aboutir à exclure certains salariés du fait de leur application. Sur la durée de présence effective pendant l'année écoulée, on a une réserve sur la prise en compte de certains congés, puisque certains congés, comme les congés parentaux, congés maternité, congés paternité, sont considérés comme du temps de travail effectif. La durée de travail prévue au contrat de travail, avec la même modalité de proratisation que la réduction générale. On a une limite d'exonération qui est plus élevée que sur les anciens dispositifs, puisqu'elle est de 3 000 €. Elle sera portée à 6 000 € s'il y a un accord d'intéressement en place sur l'exercice de versement de la prime ou s'il y a un accord de participation ou d'intéressement. Avec toujours une spécificité concernant les associations, les fondations d'utilité publique et les ESAT, pour lesquelles il n'y a pas de limite, d'obligation de mettre en place d'un accord, contrario des autres entreprises. Et puis sur la date de versement, ça sera à compter du 1er juillet 2022, et avec la possibilité d'opérer un versement fractionné. Ce dispositif de prime de partage de la valeur a permis de mettre en place deux régimes, un régime qui sera pérenne et un régime temporaire. Donc, dans le cadre du régime pérenne, on a une exonération des cotisations et des contributions sociales dans la limite de 3 000 ou des 6 000 €, comme indiqué précédemment. Par contre, ne sont pas exonérés la CSG, la CRDS et puis le forfait social. Et dans le cadre du régime temporaire, qui lui concerne les primes qui sont versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2023, pour les salariés ayant perçu une rémunération brute inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédents le versement de la prime. Et pour déterminer cet critère de 3 SMIC, enfin de SMIC, on se réfère aux modalités de détermination du SMIC telles que prévues pour la réduction générale, sans aucune majoration, aucun titre. Donc, ce régime temporaire permet d'exonérer également de CSG, CRDS, de forfait social. C'est les sommes qui sont versées, avec l'application d'un CTP qui sera le 510. Et en sachant que pour lorsqu'il y a pour prime de partage de la valeur et puis prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui ont pu être versées en 2022, donc on appliquera une exonération sociale distincte pour chacun de ces versements.
Par contre, il y aura une incidence concernant l'imposition sur le revenu pour les salariés, puisqu'il y a une limite maximale d'exonération fiscale sur ces montants. Donc, il y a une instruction qui est parue sur le bulletin officiel de la sécurité sociale le 10 octobre pour pouvoir répondre aux questions qui peuvent se poser sur cette nouvelle modalité de versement et d'exonération de primes. La loi MUPA a également créé une réduction forfaitaire de cotisation patronale à compter du 1er octobre 2022 pour les entreprises d'au moins 20 salariés et de moins de 250 salariés, qui est similaire à la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires qui existait pour les entreprises de moins de 20 salariés. On a des modalités qui sont presque à l'identique. Elle s'appliquerait également aux jours de repos auxquels renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jour, au-delà de la limite de 218 jours, et les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel seront exclues. Donc, de la même façon, le BOSS a mis à jour, la rubrique du BOSS a été mise à jour le 3 novembre. On utilise le CTP 005. Le montant de la réduction prévue, puisqu'on est encore en attente du décret d'application qui va fixer ce montant, il sera de 0,50 par heure supplémentaire et de 3,50 € par jour pour les salariés en forfait annuel en jour. Cette déduction s'imputera sur l'ensemble des cotisations et des contributions dues auprès de l'organisme dans la limite des cotisations dues pour le salarié concerné. Et cette mesure entre en vigueur pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022. Si on reprend le déblocage anticipé des droits acquis au titre de la participation, les sommes concernées sont celles issues de la participation ou d'intéressement affecté avant le 1er janvier 2022 par le salarié, un plan d'épargne salariale ou un autre dispositif. L'objet du déblocage, ça sera de financer un ou plusieurs biens. Les modalités le déblocage doit se faire en une seule fois et la demande du salarié doit être faite avant le 31 décembre 2022, avec une limite de 10 000 € sur les sommes débloquées. Le régime social verra l'absence de modification du régime social et fiscal de l'intéressement investi sur le plan d'épargne d'entreprise ou de la participation, dès lors celui-ci avait été autorisé par la loi. Donc, il ne remet pas en cause les exonérations de cotisations de sécurité sociale. Donc, sur ce dispositif, par contre, de déblocage anticipé de la participation, vous pouvez retrouver un question-réponse sur le site du ministère du Travail, dans les rubriques relatives à l'épargne salariale. On va passer maintenant aux mesures mises en place par la loi de finances rectificative pour 2022, avec d'abord la possibilité pour les salariés de renoncer à des jours de RTT. Donc, le salarié peut, sur sa demande et avec l'accord de son employeur, renoncer à toute ou partie des journées ou demi-journées acquises au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Ça ne concerne que les salariés à temps plein et ceux à temps partiel. Ces deux journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Vont être concernées les journées de repos acquises en application d'un accord de réduction du temps de travail antérieur à la loi du 20 août 2008 et maintenue en vigueur, ou d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Ces précisions sont apportées également sur la rubrique qui a été mise en place, qui a été indiquée sur le bulletin officiel de la sécurité sociale. Elles sont mentionnées également les jours de repos qui ne peuvent pas être concernés par ce régime spécifique. Donc, ça sera les jours de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait en jour, les jours ou demi-journées de repos résultant de l'application d'un accord ou d'un dispositif de jours de repos conventionnel, lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte épargne-temps, les jours de repos compensateurs équivalents venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires, les jours de repos soldés à l'occasion du solde de tout compte. Sur le régime social, on a à la fois la possibilité de bénéficier des réductions de cotisations salariales d'assurance vieillesse et veuvage, quel que soit l'effectif de l'entreprise, mais également de la déduction forfaitaire des cotisations patronales, mais ça ne pourra s'appliquer qu'aux entreprises de moins de 20 salariés.
l'entrée en vigueur du dispositif, ça va concerner les RTT effectués à compter du 1er janvier 2022, mais rémunérés à partir du 16 août 2022. Les déclarations se feront par les codes types de personnel 96 pour la réduction de cotisation salariale et le CTP 97 pour la déduction forfaitaire de cotisation patronale. Donc, c'est les jours, les rémunérations travaillées, les heures, il en sera tenu compte également puisqu'elles sont travaillées, sont considérées comme, pour le calcul de la réduction générale, comme des heures supplémentaires. La loi de finances rectificative a permis également la revalorisation de frais professionnels d'avantage à nature. Si on tient compte d'abord de la revalorisation des frais de transport et de la suppression de certaines conditions pour 2022 et 2023. Tout d'abord, sur la prime de transport, on a une revalorisation des limites d'exonération avec un plafond annuel de frais de carburant qui passe à 400 € au lieu de 200 et 700 € au lieu de 500 pour les frais d'alimentation des véhicules électriques, hybrides ou hydrogène. Et également sur le bénéfice de la prime de transport, la suppression temporaire de certaines conditions qui étaient requises pour que ça ne soit pas considéré comme la convenance personnelle pour le salarié. C'est-à-dire le fait que la résidence habituelle ou le lieu de travail ne soit pas inclus dans un périmètre d'un plan de mobilité obligatoire, que la résidence habituelle ou le lieu de travail ne soit pas situé dans une commune non desservie par un service public de transport ou un transport mis en place par l'employeur, ou le fait que le véhicule soit indispensable en fonction d'horaires de travail particuliers. Pour le forfait mobilité durable, on a également un rehaussement de l'exonération et puis de sa limite des montants qui peuvent être exonérés. Donc, on a une limite de 700 € par an et par salarié au lieu de 500. Et en cas de cumul avec la prime de transport, l'exonération est limitée à 700 €, dont 400 € au titre des frais de carburant. Il y a également une modification au niveau de la possibilité de prise en charge des frais d'abonnement de transport public ou de service public de location de vélo, puisque la prise en charge, on a la prise en charge obligatoire de 50%, mais au-delà, il peut y avoir une prise en charge facultative sans condition particulière de 25% supplémentaires au-delà des 50%, 25% du coût de l'abonnement. Et en cas de versement d'une prime de transport et de la prise en charge obligatoire des transports publics, ces deux versements peuvent bénéficier chacun temporairement de l'exonération. Nous avons également une revalorisation à compter du 1er septembre 2022 du montant maximal des indemnités de repas bénéficiant d'une exemption de cotisation et de contribution sociale. L'arrêté qui fixe cette revalorisation est paru, a été publié au Journal officiel le 1er novembre et modifie l'arrêté du 20 décembre 2002. Donc sur les montants, voilà, les montants ont été reportés sur le diaporama. Vous pouvez aussi les retrouver sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale qui a été mis à jour pour tenir compte de toutes ces réévaluations. On a également une revalorisation des tickets restants avec une modification, une hausse de la prise en charge maximale de la part qui pouvait être exonérée. Cette valeur est portée à 5,92 € pour les titres restaurants émis entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, alors qu'elle était de 5,69 € entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022. Deux informations complémentaires, mais sur les fins de dispositif, sur les entreprises qui avaient un reliquat d'aide au paiement Covid. C'est la possibilité d'imputer cette aide au paiement au maximum sur les périodes d'emploi jusqu'au 31/12/2022. Et également sur le régime social des indemnités complémentaires d'activité partielle. Là, on ne parle pas des indemnités qui vont être versées au niveau de l'indemnité légale, mais bien l'indemnité complémentaire versée par l'employeur, qui bénéficiait du même régime social que l'indemnité légale, c'est-à-dire l'application d'un taux unique de CSG-CRDS.
Donc la période limite pour appliquer considérer que ce régime social bénéficie de ce régime dérogatoire va être également pour les périodes d'emploi de l'année 2022. Au-delà de cette date limite, elle va retrouver le régime qui existait auparavant ou le régime qui existe au-delà de 3,15 fois le SMIC horaire, c'est-à-dire que l'indemnité complémentaire est considérée comme un revenu d'activité soumis à la cotisation comme tel. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Cossy, à nouveau. Je vous remercie de votre attention. Merci Christine. Donc, je vais vous parler du suivi DSN. Donc, le suivi DSN, c'est une nouvelle offre de service que vous avez sûrement dû découvrir à compter de l'échéance du 5 octobre ou 15 octobre. Donc, l'idée de cette nouvelle offre de service est d'améliorer la fiabilité des données de la DSN. Elle a pour but de garantir le recouvrement de vos cotisations, mais aussi les contributions au plus juste, de sécuriser les droits sociaux de vos salariés. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, les cotisants peuvent rencontrer des anomalies DSN. L'idée, c'est de mieux accompagner nos cotisants dans la gestion de ces anomalies. Et donc, pour ce faire, un nouveau compte-rendu est disponible dédié aux anomalies de données individuelles et qui seront en cohérence avec les données agrégées. Ce service est disponible sur le site ursaf.fr depuis début octobre. Une illustration pour vous schématiser un peu le déroulement en fait, de cette mise en place. Donc, le fichier DSN part du logiciel de paie, comme vous le savez, soit par le mode dépôt sur le site Net Entreprise, soit directement sur un portail sécurisé, un portail par exemple que les tiers déclarants connaissent très bien, c'est le portail jedéclare.com. Vous avez en retour un compte-rendu métier des données agrégées. Donc, ce sont les données, en fait, les informations relatives à votre dépôt côté versant URSSAF. Mais vous aurez désormais également un compte-rendu métier sur les données individuelles par rapport aux salariés, au fait, qui sont contenus dans le fichier DSN. Et cette nouvelle offre de service s'inscrit donc en dernier point, donc par rapport au suivi DSN. Et vous avez aussi un retour par mail sur les informations relatives à ces anomalies DSN. Ces anomalies qui peuvent être bloquantes ou non bloquantes, mais pour lesquelles il est important de les corriger. Comme vous le savez, les anomalies qui ne sont pas corrigées reviennent à toutes les périodicités, à toutes les échéances. Pour se connecter à ce suivi DSN, à cette nouvelle offre de service, rien de plus simple, le SIRET de connexion, le SIRET de votre entreprise, et le mot de passe qui est associé sur le site ursaf.fr, qui vous donne accès, comme vous pouvez le voir sur le 4e onglet Suivi DSN. Si toutefois vous n'avez pas l'onglet Suivi DSN, vous avez la possibilité d'aller sur votre profil, une fois que vous êtes connecté sur le site ursaf.fr, d'aller cocher les droits relatifs au tableau de bord de suivi DSN. Et à partir de là, vous aurez accès à cette page qui vous donne une image et d'informations par rapport à vos anomalies. Vous avez la possibilité d'entrer par 3 portes d'entrée, j'ai envie de dire, soit par l'établissement, soit par l'individu, soit par les typologies d'anomalies. Dans cet exemple, nous allons voir donc les anomalies par rapport aux données agrégées, donc côté URSSAF, donc les anomalies qui sont identifiées dans le cadre du dépôt. Dans cet exemple, la déclaration d'assiette agrégée au titre de l'exonération apprenti du secteur public en absence de cotisation individuelle apprenti. Et vous avez aussi, dans la colonne 2, le niveau de sévérité au fait du risque de l'anomalie et le statut qui vous est notifié à traiter. L'onglet qui suit montre les anomalies par rapport aux individus. Donc là, ça concerne la salariée Sullivan Félicia, donc concernée par 2 anomalies. Là aussi, vous avez également un risque de sévérité qui vous est notifié et l'information qui vous est donnée, c'est-à-dire à traiter, concernant cet individu. Par rapport, donc vous avez
un récapitulatif par rapport à ces anomalies détectées pour l'individu et toujours avec les notifications donc à traiter avec les risques de sévérité. Pour information, étant donné que le fichier DSN est généré depuis le logiciel de paye, il convient de toute façon d'aller corriger les anomalies dans votre logiciel de paye. Le suivi DSN, dans le cas qui est disponible sur le site ursaf.fr, ne permet pas de corriger directement l'anomalie. C'est juste une information qui vous permet d'aller directement au niveau de votre logiciel de paye pour apporter la correction. Vous avez, dans le cadre de ce suivi DSN, un contenu pédagogique qui va vous aider, vous accompagner au mieux dans la correction de cette anomalie. Vous avez la description de l'anomalie, vous avez la synthèse des corrections à apporter et une aide au diagnostic visant à aller corriger l'anomalie au niveau de votre logiciel de paye. Dans cet exemple, deux choix s'opèrent pour corriger l'anomalie. Soit l'entreprise relève vraiment du secteur public, cochez oui, et vous avez un contenu qui vous est présenté. Dans ce cas de figure, ne déclarez pas la réduction générale, effectuez un bloc de régularisation dans votre prochaine DSN pour le code de cotisation déclaré à la rubrique au bloc 21. Si le choix s'opère sur une réponse négative, modifiez les statuts de votre entreprise auprès de votre centre de formalité des entreprises. Sachant bien entendu que si vous intervenez avant l'échéance dans le cadre de votre dépôt de DSN, vous faites une annulée remplace et non pas une régularisation. Si vous avez constaté après l'échéance que vous avez fait des anomalies, bien entendu, il conviendra de faire, lors de la DSN courante de la prochaine échéance, de joindre le bloc de régularisation. Là, vous avez un récapitulatif également de la synthèse au fait des anomalies corrigées avec les corrections à apporter. À présent, je vais laisser la parole à Madame Billon qui va vous parler de la visite conseil. Bonjour à tous, effectivement, je prends le relais pour vous présenter la visite conseil qui représente une offre de sécurisation juridique. Alors, les principes de la visite conseil. L'URSSAF propose un service gratuit aux nombreux employeurs ayant effectué une première embauche depuis moins de 18 mois et dont l'effectif ne dépasse pas 11 salariés. Donc ça, c'est un critère de sélection. Si vous êtes au-delà, effectivement, vous ne pouvez pas bénéficier de la visite conseil. Donc, la visite conseil permet à ces nouveaux employeurs de pouvoir bénéficier des conseils d'un spécialiste en législation de sécurité sociale qui se déplace dans l'entreprise sur une durée qui peut varier entre 1 et 2 demi-journées en fonction des besoins de l'entreprise visitée. Quel est le rôle du spécialiste de l'URSSAF? Donc, il va étudier avec l'employeur la situation de son entreprise et il va répondre également aux questions qu'il se pose et le conseil. Il apporte son expertise sur le montant et la nature des cotisations sociales. Il va vérifier également si l'employeur bénéficie bien des exonérations de cotisations sociales qui pourraient s'appliquer à sa situation. Et enfin, il lui apporte l'aide nécessaire à une éventuelle mise en conformité avec la réglementation. Cette visite conseil, après cette visite conseil, il n'y a pas de redressement. C'est un point important. Donc, il s'agit d'aider à prévenir les erreurs ou les anomalies déclaratives et de sécuriser les pratiques mises en œuvre par l'employeur. Donc, en cas d'erreur identifiée, l'expert va aider l'employeur à se mettre en conformité. Donc, la visite conseil ne constitue donc pas un contrôle et ne donne pas lieu à un redressement. Par quels moyens contacter l'URSSAF pour en bénéficier? Donc, l'URSSAF, on a deux points. Et soit nous vous contactons via des campagnes d'email ou via des appels téléphoniques, ou bien vous pouvez nous adresser directement votre demande via votre compte en ligne ou le formulaire dédié sur ursaf.fr. Ce formulaire, d'ailleurs, on vous en mettra un à disposition dans le chat si vous souhaitez et vous nous le ferez transmettre, nous le transmettrez ensuite via votre compte en ligne. Après le rendez-vous de la visite conseil, donc le conseiller va réaliser un diagnostic conseil qui va vous transmettre. Donc ce document, il formalise toutes les observations faites dans votre entreprise et il contiendra notamment les documents consultés, la période étudiée, les anomalies éventuellement constatées, la référence au texte réglementaire et la date d'établissement du document et la signature de ce spécialiste. Donc ainsi, nous assurons la sécurité juridique en s'engageant sur les points examinés et restitués dans le compte-rendu.
Maintenant, je repasse le relais à mon collègue et vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci Valérie. À présent, vous avez encore la possibilité de me poser des questions. Sachez que le canal reste ouvert encore durant 15 minutes. Toutes les réponses vous seront transmises ainsi que les questions qui s'y réfèrent avec le support ultérieurement. Je voulais aussi vous préciser, donc vous rappeler également que nous serons, ce webinaire se déroule dans le cadre de la semaine des organismes de la sécurité sociale et que nous serons présents jeudi 24 novembre à la Chambre de commerce et de l'industrie, accompagnés de l'assurance maladie, de la CARSAT, de la MSA, sous l'égide du portail Net Entreprise. Donc, je vous remercie de votre participation et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.